écrite en général. Donc, je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Mélanie Mandeli, je suis journaliste en presse écrite. Je traite de sujets touchant au lifestyle, à la culture, à la mode, à la journée aussi d'ailleurs, toujours avec un prisme sociétal. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Hassan Ibrahim, qui est le fondateur de la marque Yel Lab, et avec qui on va discuter de tout ça. Bonjour Hassan. Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour, si tu peux te présenter en quelques mots. Tu l'as déjà bien fait là, mais voilà, je m'appelle Hassan, j'ai 28 ans et je travaille pour Yel Lab. Voilà, on fait des grilles et des bijoux. Merci. Pour entrer dans le vif du sujet, je voulais discuter avec toi des circonstances dans lesquelles tu as décidé de créer Yel Lab. Quels sont tes premiers souvenirs rattachés aux bijoux, peut-être, à l'héritage familial, peut-être? Les premiers grilles que j'ai fait, je pense, c'est comme pas mal de monde, des grilles en aluminium. Ouais. Voilà, qu'on faisait, qu'on se mettait sur les dents et tout quand on était un peu plus jeune. Après, j'en ai acheté à Chocolat, des grilles à 20 balles et tout. C'était pas hyper agréable à porter. J'imagine. Ouais, et après, par la suite, je me suis lancé un peu du jour au lendemain. En fait, ça m'a vraiment été inspiré du jour au lendemain. Je suis allé voir un concert, c'était Young Thug. Et en fait, le soir, en rentrant, je me suis dit, ok, demain, je vais apprendre à faire des grilles. Et j'ai commencé comme ça. T'as vraiment eu le déclic au moment du concert. Ouais, exactement. Vraiment influencé par la culture. Exactement. C'est une musique que tu écoutes depuis longtemps, j'imagine. Ouais, toujours. Ouais. C'est vraiment la pop culture qui a créé ta vocation finalement. Oui, en fait, je pense que déjà, je voulais, pour être honnête, je voulais surtout gagner de l'argent. J'étais en train de chercher des idées en permanence. Et puis ça m'est tombé dessus, je me suis dit que c'est un truc qui avait marché. C'était il y a pas mal de temps, il n'y avait pas autant de personnes qui en faisaient déjà sur le marché et tout. C'était quelle date à peu près? C'était à 10 ans pile. 10 ans aussi. Parce qu'on me rappelle que tu es jeune, 28 ans seulement, entrepreneur assez précoce. Ouais. Donc c'était une vocation dès tes 18 ans en fait. Ouais, exact. C'est devenu comme ça, influencé par les rappeurs. US à l'époque, j'imagine. Ouais, quand j'étais plus jeune, j'écoutais surtout du rap américain, ouais, c'est vrai. Moins maintenant, mais ouais, ça m'est venu bien, ouais. Donc, les chaînes d'unité et tout. Comment tu t'y es pris? Comment tu as découvert ce milieu-là? Comment tu as découvert les secrets de fabrication de grilles? Comment ça s'est fait? Bah après, la recherche, en fait, j'étais vraiment obsédé. Quand je suis rentré chez moi, vraiment, je me rappelle, dès le lendemain, je suis allé toquer chez tous les potes éditeurs, tous les bijoutiers. D'accord. Il y avait des trucs un peu sur YouTube à droite à gauche. Et puis j'ai acheté le matériel au fur et à mesure. On s'est débrouillé, quoi. La première empreinte que j'ai faite, c'était au KFC de Châtelet, dans le restaurant. Ça s'invente pas. Ouais. Et puis, j'ai kiffé, ouais. Tu parlais justement du fait que plus jeune, tu t'es trouvé des trucs un peu en débrouille, des grilles, faire un petit peu à l'arrache, qui n'étaient pas forcément très agréables à porter. C'était une culture qui était encore méconnue il y a 10 ans quand tu t'es lancé. Ouais, les grilles, ouais, à l'époque, là aujourd'hui on fait beaucoup de modèles travaillés. Enfin, à l'époque c'était vraiment des dents simples. Il y avait une clientèle bien particulière. Et aujourd'hui, ouais, ça n'a rien à voir. C'est cantonné à la culture hip-hop et aux fans de rap à l'époque. À l'ancienne, ouais. Et aujourd'hui, maintenant, on voit tout. Tu le situes à quelle date à peu près cette évolution-là? Ça s'étend à la mode, à des personnalités pas forcément familiarisées avec le hip-hop. Tu dirais que ça fait 5-6 ans? Ouais, 4-5 ans, je pense. Tu penses qu'il y a des artistes internationaux qui ont pesé là-dedans? Ouais, obligé. Lesquels par exemple? Je sais pas. Alors, en fait, c'est vrai que je suis pas hyper intéressé par. Ça peut paraître bizarre, mais je suis pas hyper cultivé. Non, c'est intéressant justement que tu aies fait ta démarche personnelle. Tout ce truc-là et tout, ça m'intéresse, mais sans plus. Tu veux peut-être pas te laisser trop influencer par justement la pop culture et ces trucs-là? Ouais, on va dire qu'il y a d'autres sujets qui m'attrapent. Lesquels par exemple? Moi, ça paraît bizarre, mais c'est des trucs un peu plus métaphysiques, un peu plus spirituels et tout, ça va rien dire, mais je dis ça comme ça. Intéressant. Et après, au niveau de la culture en général, ouais, il n'y a pas grand-chose qui me. Je suis pas hyper connecté. Et au départ, quand tu commences donc à avoir l'idée de créer ta propre marque, est-ce que tu as déjà une vision qui est mise en place? Est-ce que tu sais déjà comment tu vas appeler ta marque ou ça s'est venu petit à petit? Non, Yel Lab, c'est venu après. J'ai eu au moins 3 marques de grilles. Il y en a eu 2, 3, et là il y a 3. Tu peux nous raconter un peu cette évolution? Ouais. La première, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça
t'a pas marqué? Non, Grizzly. Ah, pas mal, le jeu de mots. Ouais, c'était un upside down. Et après, il y a un mec qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, c'est bon, je m'appelle comme ça, etc. Donc j'avais dû changer. Enfin bref, je suis passé de fil en aiguille comme ça, j'ai fait plein de petites marques. Après, j'ai arrêté, j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de projets et tout. Et il y a 3 ans, on a relancé le délire. Avec tes associés? Ouais, exactement. Ouais. Comment ça s'est fait? Il y a eu une rencontre, j'imagine, sur cette passion, sur le bijou, sur vos compétences complémentaires, je sais pas. Ouais, ça s'est fait naturellement. En fait, depuis le début, entre guillemets, depuis que j'entreprends, j'ai jamais rien choisi en fait. Je suis toujours ouvert aux opportunités et tout, ça vient, et on se met directement à travailler. Tous ceux qui travaillent avec moi maintenant, avec qui je travaille et tout, c'est des mecs qui sont d'eux-mêmes et qui se sont imposés en fait. Rencontres spontanées comme ça? Ouais, ils sont vraiment imposés. Sans que tu peut-être file directeur et non, laisser les choses se faire en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est plutôt bien aussi. Ouais. Aux États-Unis, c'est quand même une vraie culture, le grill. Ça fait des années que c'est popularisé chez eux. Est-ce qu'il y a des pièces en particulier ou des artistes avec des grilles en particulier qui t'ont donné envie de te consacrer à ce savoir-faire-là? Tu parlais du concert qui t'a créé les clics, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Non, j'en ai aucun en tête. Non, t'as pas de choses qui t'ont particulièrement marqué? Non. Ça viendra peut-être. Ouais, moi, des bijoux plus, pas forcément des grilles. Ah oui, non, mais je pense que voilà, la joaillerie au sens large, c'est très intéressant parce que, ouais, en termes de bijoux, il y a des artistes et des esthétiques qui te parlent. À l'époque, il y avait, c'était toutes les chaînes connues. Moi, j'étais trop fan de celle de Fixen à Julie qui tournait et tout. Ouais, à l'époque. Après, aujourd'hui, maintenant, c'est plus des bijoux un peu traditionnels. Traditionnels. Ouais, mais traditionnels qui me touchent. Voilà, surtout dans la région de l'Inde et tout ça. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais ça m'influence aussi, ouais, bien sûr. Ouais, tu fais des recherches sur ce truc-là. Exactement. Tu t'es immergé dans ces cultures-là. Ouais. Ça t'influence aussi pour ta marque, j'imagine. C'est quelque chose que tu voudrais développer au-delà du grill, une ligne complète. Ouais, là on lance notre première collection de bijoux. Ouais. Là, dans quelques mois. D'accord. Et ça fait longtemps qu'on travaille dessus parce qu'au-delà du bijou en lui-même, il y a toute l'histoire, et une histoire assez forte qu'on a développée, mais qui ne vient pas d'un storytelling marketing. Je veux dire que c'est un vrai truc qui nous touche vraiment et on va essayer de communiquer dessus sans trop s'investir. Je comprends, tu peux nous en dire plus sur cette première collection? J'imagine que ce sera unigenre ou uniquement pour hommes Ouais, non, pour tout le monde. Ok. On va même faire des bijoux pour les animaux et tout. Ah, super, c'est un autre truc. C'est intéressant, c'est aussi un secteur qui est en pleine expansion sur la cosmétique, sur plein de choses, et les lignes de bijoux pour animaux, c'est une joaillerie avec un vrai savoir-faire derrière, c'est intéressant. La marque des bijoux, c'est bien d'où? En fait, comme je faisais des grilles, j'avais déjà tout le matériel et tout. Et plus jeune, j'ai eu un bijou assez particulier et qui m'avait touché. Littéralement, vraiment, je pense. Et en fait, j'en avais trop peur, c'était un bijou qui était fait pour les esprits. Donc, c'est moins moi tout le temps. Et, dimension mystique derrière le bijou. Ouais, exactement. Très, très intéressant ça. Ouais. Mais pour nous, tous les objets sont vraiment bons et tout. C'est un truc, dans l'équipe, on en parle tout le temps, c'est un truc qui me touche vraiment. Enfin, je sais pas si c'est un sujet qu'on a le temps d'aborder maintenant, mais. Ouais, bien sûr. On discute. En tout cas, discussion, c'est des échanges de là, pour la là-dessus. Ouais. En tout cas, un jour ma mère me l'amène, je décide de le mettre enfin et tout. Et je sais pas, je pars dans un délire, je suis allé voir plein de médiums, même des sorcières et tout. On leur amène des bijoux et tout pour leur demander ce qu'ils en pensaient et ils avaient tous une histoire un peu. C'était influencé. Ouais. Ce côté, attaché à la croyance, ce côté mystique, toi, c'est quelque chose qui a pesé dans ton processus créatif? Ouais, bien sûr. Tout ce qu'on essaie de faire au quotidien, je ne sais pas comment expliquer clairement, mais c'est que c'est comme si notre vrai métier, c'était de désapprendre en permanence tout ce qu'on connaissait, pouvoir être le plus, entre guillemets, que possible, pouvoir créer un truc sans trop de projection, d'imaginaire, etc. Laisser aussi, oui, bien sûr, laisser aussi la personne qui porte ton bijou peut-être s'approprier. Ouais, bien sûr. Ça
résonne avec sa propre histoire. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est un visage qui est représenté. Et c'est drôle parce qu'on n'est pas l'artiste en personne qui viennent, mais en fait, spontanément, ils nous demandent de faire ce visage à leur affiche. Genre de mettre, que ça leur ressemble en fait. Ouais. Donc on en a fait plein, on n'a pas trop vraiment un processus d'identification. Ouais, exactement. Ouais, c'est assez intéressant. Comment tu t'immerges justement dans la personnalité, dans l'univers d'un artiste ou d'un client d'ailleurs qui vient te voir avec une requête et une vision particulière? Comment tu fais ce travail-là? Est-ce que ça passe par un échange? Est-ce que ça passe par des discussions poussées? Est-ce que toi tu laisses libre cours à ta créativité ou est-ce que tu essayes de coller au mieux à ce qu'ils attendent? Ouais, non, nous, on laisse parler, on écoute. Le premier truc qu'on doit réussir à faire, c'est d'écouter. Mais vraiment, écouter vraiment. Et en général, les gens donnent tout ce qu'ils veulent, on ressent quoi. Nous, on sert les gens en réalité. Ouais. Tu te mets au service de ton client et de son univers et de ce qu'il attend. Ouais, bien sûr. En apportant ta patte, bien sûr, aussi. Voilà, mais je pense que ça se fait naturellement. Vu qu'on le fait, il y a forcément notre patte, qu'on le veuille ou non, comme dans le cuisine. Bien sûr. On en parlait un petit peu auparavant, mais au départ, c'est toi qui concevais les pièces et tu t'es ensuite un peu plus mis en retraite pour vraiment chapeauter ta marque et développer cette marque qui d'ailleurs connaît un grand succès. Ouais. Au début, c'est moi qui faisais toutes les pièces. Les pièces que j'ai apprises, il y a longtemps, c'est vrai que c'est un truc un peu dangereux et tout. C'est vrai qu'il faut quand même s'y connaître, il faut dans la bouche et tout. Donc, on va y venir à ça, que c'est cette tendance-là et tout ce qu'il faut prendre en compte pour créer un bijou dentaire. J'imagine qu'il y a des contraintes techniques fortes. Ouais. Bon, maintenant, je m'en sors très bien, mais c'est vrai que les gens dans mon équipe sont plus forts que moi techniquement, dans toute la fabrication. Toi, tu préfères maintenant, tu te consacres davantage à développer ta marque, exactement. l'image, etc. Ouais. C'est ce que tu fais ces dernières années. Je veux dire, je veux savoir faire un peu tout. On va dire que je suis un débrouillard, mais je suis pas expert, je suis expert dans ton domaine en réalité. À chaque fois, maintenant j'ai plein de collaborateurs dans plein de milieux différents et ils excellent tous dans leur. Même pour sortir, on va avoir des serviceurs qui font de la joaillerie. Oui, ça aussi. C'est vrai que pour chaque particularité de chaque grille, il faut que tu aies un expert dans la matière. Oui, bien sûr. Comment tu as trouvé ces personnalités-là? C'est eux qui m'ont trouvé. Ils sont venus à toi, spontanément? Moi, je sais pas, en tout cas à la marque. Ouais, ça s'est fait vraiment des rencontres spontanées comme ça? Ouais, vraiment. Intéressant. Jour au lendemain. Ah oui, carrément. Comme une histoire d'amour. Ah oui, c'est beau ça. Et pour recentrer un peu les choses sur la mode, parce que dans un salon dédié à la mode, quel lien toi tu établis avec l'univers textile et avec la mode en général? Parce que j'imagine que tu peux aussi t'adapter au style d'un artiste ou d'un client qui vient te voir et essayer de coller au mieux à ses goûts en la matière, aussi bien en mode qu'en joaillerie. Est-ce que par exemple tu rentres dans des collaborations avec des stylistes pour essayer de coller au mieux? Comment tu crées des ponts entre la mode et les joailleries? Moi en général quand ils viennent nous voir, les stylistes et tout, c'est vraiment ce qu'ils veulent. C'est les stylistes qui viennent eux-mêmes te voir pour te parler de leurs clients? La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe? Ouais. Et après, quand c'est des artistes, ça dépend quel genre d'artiste. Souvent, quand c'est de la musique et tout, c'est les artistes qui viennent directement nous voir. Après, quand c'est des trucs un peu mode et tout ça, moi, effectivement, là, c'est des stylistes, les photographes. Ouais. Quand tu shoots des éditoriaux, des choses. Ouais, exactement. Là, c'est des pièces assez spectaculaires que tu fais. Il y a vraiment des dimensions esthétiques très belles. Pour rentrer un peu dans le détail technique de comment on crée un gris, parce que c'est assez mystérieux. Comment ça se passe à proprement parler? J'imagine que la première étape, c'est de prendre une empreinte des dents de la personne. Est-ce qu'il y a des contre-indications avec tous les gens qui portent des facettes? Je sais pas si je pose une question comme ça, mais... Non, mais si, c'est intéressant. Ouais. C'est pas recommandé quand on a des facettes, parce que ça peut venir enlever le maquillage. Endommager le maquillage de la dent. Bon à savoir, pour ceux qui en portent. Donc, comment on fait? On commence par prendre les empreintes du client. On coule un modèle en plâtre, sur lequel on va venir sculpter à la cire le bijou, finalement. Vraiment comme n'importe quel bijoutier.
Tu parlais tout à l'heure des particularités du fait qu'un bijou qui est intrapical, qui est dans la bouche, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte sur le savoir-faire, pour pas blesser la personne, je sais pas, j'imagine que c'est plus délicat qu'un bijou lambda que tu vas porter bien sûr. à ton doigt ou autour de ton cou quand même. Non, c'est vrai qu'il faut s'assurer au niveau des gencives, il y a tout un tas de petits détails un peu techniques et tout, mais donc il faut s'assurer évidemment pour que tout soit sain une fois mis en bouche. Je comprends. Le gris aussi, c'est une pièce qui a beaucoup été stigmatisée, en tout cas en France, on commence tout juste à évoluer là-dessus, mais il y a longtemps eu ce regard un peu condescendant qui disait que c'était uniquement vraiment cantonné aux personnalités liées au rap, tu vois. Quel regard toi tu portes là-dessus? Est-ce que tu as l'impression que ça évolue même ici, lentement mais sûrement? Oui, aussi, bien sûr que ça évolue. Et en fait, il y a toujours ce truc, je pense, une idée reçue un peu. Par exemple, aux États-Unis, on va avoir une grand-mère au Texas, je suis sûr qu'elle trouve ça bizarre. En vrai, c'est dans la culture et tout, que tout le monde comprend. Nous, on voit ça d'ici. Ici, non, c'est démocratique. C'est vrai que la blague à l'époque, c'est pour les rappeurs, tout ça, maintenant, on entend plus. Non, en fait, personne ne stigmatise. Ouais, toi, tu vois un vrai changement de vision sur cette phénomène-là? Ouais, soit je fais de la gaffe, vraiment, soit je prête pas attention, je me rends pas compte. Mais je pense vraiment pas, je pense beaucoup moins. C'est intéressant. Et donc toi, tu sors de cette union? Ouais, mais en fait, je pense que ce qui a évolué aussi, à l'époque, c'était les bijoux qui pouvaient paraître un peu plus vulgaires, un peu grossiers et tout. Aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de styles de doses différents qu'il peut y avoir effectivement des grises, mais moi, je me dis, putain, c'est vulgaire ça. Alors que d'autres, soit élégants. Aujourd'hui, il y a un vrai savoir-faire, comme tu le disais. Avec quel matériau tu travailles principalement? Nous, on travaille soit avec du chrome cobalt, c'est le métal qui est utilisé habituellement pour faire les couronnes dentaires et tout. D'accord, ouais. Ça, c'est le grand classique argenté. On utilise de l'argent quand il y a du cercle. Parce que sinon, le métal est trop mou. Non, il n'est pas assez mou, pardon. Et sinon, de l'ordre du carré, vraiment rose, blanc, jaune. Est-ce qu'il y a des modèles qui fonctionnent mieux que d'autres? Bien sûr. Chez Yellow, lesquels? Le grand classique, c'est la fenêtre et la barre avec des pierres. Ça reste un incontournable. Ouais. Et tout cela, tous les classiques en fait. C'est vraiment les pièces les plus classiques qui fonctionnent le mieux pour chez toi. Parce que sinon, c'est des gens qui viennent pour des demandes particulières, alors on en fait qu'à eux. Donc forcément, c'est pas ce qu'ils font en plus. J'imagine que tu n'as pas de clients ou de clients type, mais quels sont les profils des personnes qui décident de porter au quotidien? Je ne parle pas forcément que d'un événement un grill aujourd'hui. Au quotidien, je ne sais pas vraiment parce que je ne suis pas avec eux. Mais vraiment, on a vraiment tout type de personnes. De tous les univers? Plutôt des univers créatifs, j'imagine? Pas seulement? Créatifs, non créatifs, tout. D'accord. C'est vrai, non. Ce sont des personnes créatives, mais ce matin, il y avait une daronne à l'atelier avec son enfant et tout qui venait son rire. Ah ouais? Ouais. Ça reste des personnes jeunes ou c'est assez intergénérationnel? Non, jeune. Enfin, on n'a pas de grands-parents. Oui, pas de personnes. Ouais. Même pour des événements, tu n'as pas encore de personnes. Et est-ce que, alors voilà, tu disais tout à l'heure que tu étais arrivé avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité dans cet univers-là et que tu avais préféré ne pas te laisser influencer, de ne pas regarder trop de références avant? Est-ce qu'il y a quand même des experts de ce milieu-là, de la joaillerie, ou même des artistes, tu vois, des designers, des créatifs qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie de créer ta propre marque et ton propre univers? Donner envie, la marque, non pas vraiment, parce que vraiment les grilles à l'époque, quand je me suis lancé, on y avait 2 ou 3, et je les avais même pas trouvés dans le sens où, enfin je sais pas, je n'ai vraiment pas calculé le truc, je me suis dit que j'allais commencer à faire ça, mais je connaissais rien. Aujourd'hui, on suit tout le monde. Je pense qu'on suit vraiment tout le monde, même tous ceux qui, il y en a un qui commence à en faire, on est au courant, et on suit parce que c'est toujours inspirant, d'une manière ou d'une autre. C'est pas un milieu qui est encore trop concurrentiel, j'imagine. Il y a peu de marques, en tout cas,
en France être présente sur ce créneau et voir si ça va faire mal. Ouais, en France, tout le monde se connaît, mais je dirais plus dans le monde, tous ceux qui font des reels, mais de manière sérieuse, tout le monde se connaît. Là, c'est un petit milieu, ça Ouais. c'est intéressant. Tout le monde se connaît. Il y a du respect, de l'inspiration mutuelle, comme tu le disais. Bien sûr, ouais. Ouais, on est dans des groupes, on parle avec tous les plein de beatmakers dans le monde entier. On aime bien. Peut-être des collaborations aussi qui se créent comme ça, ou des envies de collaboration entre marques. Ouais, on est certains dans le cours, ouais. 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 Toi, par exemple, là, on est en train de voir cette pièce très belle que tu as fait de façon assez exceptionnelle pour un shooting pour Céline, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer, de créer des collaborations avec des marques, peut-être à l'avenir de mode? Ouais, carrément. C'est un univers qui te parle? Ouais, bien sûr. Et ça dépend quel genre de marque et tout. Bien sûr. Tout dépend de ce que c'est, mais oui, on aimerait bien. Ouais, évidemment, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. J'imagine. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de YELLAB? Est-ce qu'il y a des pièces dont tu pourrais nous parler, auxquelles tu penses spontanément, qui ont demandé un travail particulier, ou dont tu as envie de parler quand on te demande comment tu parlerais de ta marque à quelqu'un qui ne la connaît pas déjà? Plein de questions. Oui, on répond l'une après l'autre. En fait, on est tellement. On travaille 7 jours sur 7, du matin au matin, sans blague. Genre vraiment, la plupart du temps, il y a plein de moments où on sort dans l'atelier, on se réveille, on pense qu'à ça, j'en gagne, donc on a vraiment la tête dans le guidon. Ça veut dire que je me rends même plus compte vraiment de. C'est bizarre à dire, mais de ce qu'on fait, de l'image que ça a à l'extérieur et tout. Nous, on est vraiment plongé dans notre travail, quoi. C'est une vraie immersion. Ouais, immersion totale. Est-ce que tu continues d'imaginer des pièces toi-même, seul, et ensuite tu en parles à ton équipe? Comment ça se passe ton process créatif aujourd'hui? Bah, si ça arrive, on met tous des idées comme ça, qui viennent spontanément et tout. Mais la plupart du temps, on est ensemble, on se met des idées ensemble. C'est vraiment un travail de groupe et que vous élaborez ensemble avec des associés. En fait, c'est que on se retrouve pas le matin à 10h et on se dit pas au revoir le soir à 19h. Il n'y a pas d'horaire. Non, à 23h, si on est pas ensemble, on est au téléphone. En permanence, on travaille vraiment en permanence. Communication constante. Tout le temps. Donc il y a un truc où en fait ça se fait naturellement. Cette aventure entrepreneuriale, justement, comme tu le dis, vous travaillez du matin au matin, j'imagine que ça peut aussi empiéter sur ta sphère privée, forcément. Non, j'ai pas de sphère privée. Ah, t'as pas de sphère privée, carrément, c'est full travail. Mais c'est pas un travail non plus. En fait, on vit. On se dit vraiment ça, par contre, ça c'est cool. C'est que le matin, quand on se réveille, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de. Pas de règles, ouais. On vit quoi. Tout simplement. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans la création de YELLAB, les obstacles dans cette aventure-là, peut-être de la concurrence, peut-être le fait que tu sois un jeune entrepreneur aussi? Non, je pense que c'est surtout la charge de travail. C'est vrai qu'il y a des moments où on aspire une charge de travail quand même assez importante. Donc je pense que c'est juste la fatigue psychologique de temps en temps. Que tu as parfois eu du mal à gérer? Ouais. Mieux qu'on a géré. Est-ce que vous divisez les choses avec tes associés et chacun a un rôle précis, ou comme tu le disais, c'est un peu freestyle et tout le monde participe à tout? Non, c'est comme sur un bateau, tout le monde a son délire. Ah ouais? Tout le monde a son Le poste. tien, c'est quoi par exemple? Une question. Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? Bah là, par exemple, je suis en train de parler avec toi, je vais faire genre des trucs, réfléchir un petit peu à savoir où on va. T'as pas deux journées qui se ressemblent, ça peut être une rencontre avec un client, un artisan. Ouais, on va dire que je vais explorer. Ouais, c'est ça mon rôle. Je vais explorer, je trouve des idées. Voilà. Comment justement tu nourris ton inspiration, ton imaginaire? Est-ce que ça passe par la musique, le cinéma, tout simplement comme tu le disais, le fait de vivre et de pas avoir de programme et de te laisser Ouais,
ça. Et puis après, il y a des gens qui sont beaucoup, je pense notamment à un monsieur qui s'appelle Eric Barret, que j'aime énormément, qui parle de la tradition indienne cachemirienne. C'est intéressant ça, si on peut en parler un peu plus en détail, parce que ça fait 2 fois que tu fais référence. Ouais. Il y a aussi. Tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur cette tradition-là et comment ça t'inspire? C'est juste que derrière, et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui touche vraiment toutes les personnes qui travaillent, avec qui on travaille. Il y a une sorte de quête quand même au-delà du travail, de tout ce qu'on fait au quotidien, de la vie en elle-même. Je sais pas, une sorte de quête existentielle, un truc. La spiritualité, ouais. Ouais, voilà. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais dans le sens où, voilà, essayer de se découvrir et de comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est quelque chose qui nous inspire, ouais, parce que on apprend à se connaître, on est plus calme, on découvre une nouvelle faculté qu'on avait. Voilà, et du coup on arrive à faire des trucs qu'on ne faisait jamais. Et ça peut être sur plein de plans différents. Par exemple, je suis beaucoup plus calme qu'il y a 5 ans. Maintenant, je peux, par exemple, si je travaille, je peux travailler 3-4 jours d'affilée sans me fatiguer psychologiquement, pour rien, j'ai pas de stress. Ça t'aide aussi dans ton parcours et dans toutes les deadlines ou épreuves que tu prends. Ouais, voilà. Ouais. T'emportes toi des grilles personnellement? Je les ai perdues et j'ai jamais refait. Comment ça se fait? J'ai peut-être refaire chez quelqu'un. Les cordonniers les plus mal chaussés? Peut-être. Mais non, mais en fait, on m'en fait tellement, je pense même pas à m'en faire. Je pense que je me paierais mieux que 5 jours d'aller chez un greensmaker pour avoir le plaisir de m'asseoir. Sympa ça. Donc à des empreintes et qu'on s'occupe de moi. Ça peut être bien. Là, c'est bien de faire confiance aussi aux autres acteurs de son humain. C'est élégant. Tes bijoux aussi, puisque tu disais que tu lances une ligne de bijoux et que tu t'aventures un peu hors du grill, c'est des pièces que toi tu avais envie pour toi ou toi tu as un rapport aux bijoux aussi distancié et t'emportes peu? Si. C'est des bijoux que j'aimerais porter moi-même. Ouais, des bijoux. Mais c'est comme ça qu'on y pense en fait. On ressent comme un truc. On le ressent le bijou avant de le faire. Et après on le fabrique, on le matérialise. Ça part d'une idée et ensuite toutes les étapes de création? Ouais, même presque plus une sensation de l'idée presque. Ouais, on le ressent, après on l'imagine, il se concrétise de plus en plus, et après il se matérialise. Peut-être je sais pas, tu me confirmeras, mais peut-être les voyages aussi peuvent t'inspirer, les façons différentes selon les pays et les cultures de porter le bijou, de se l'approprier. On disait tout à l'heure qu'en France, on est encore un peu coincé sur ce bijou dentaire. Peut-être que ça a pu peser sur ton inspiration. Non? D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des projets? Alors là, tu nous as parlé d'un gros projet, forcément, tu as une ligne de bijoux, mais est-ce qu'il y a des terrains de jeu, des nouvelles choses que tu aimerais investir et dont tu pourrais nous parler? Même des idées un peu folles et pas concrétisées, tu vois. Des champs créatifs que tu aimerais investir, des nouvelles choses que tu aimerais faire. Non, on est vraiment à fond sur la marche. Il y a tellement de trucs à faire. Ouais. C'est infini. Sur des objets, toujours sur la joaillerie ou des objets précieux qui sortent de ce champ-là? Non, la joaillerie, surtout la joaillerie. Focaliser là-dessus. Ouais. Continuer à développer le prix, j'imagine. Ouais. Tu as déjà le nom de ta première collection? Non, il n'y a même pas de nom. Ah si, on a possédé. Intéressant. Possédé. Et possédé, qui se dit aussi la possession. Et on écrit aussi la peau, cédé, la peau. Ouais. Cédé, on donne. Ah oui, joli nom. Et par exemple, une phrase, on répète souvent, c'est la mort des illusions, qui dit la mort des illusions, et qui s'écrit aussi l'âme, L-A-M-E, or, H-O-R-S, des illusions. Beaucoup de travail sur les jeux de mots. Ouais, mais ça, normalement, on ne dit à personne, on l'explique à nous. C'est-à-dire, c'est un truc, tout un truc qu'on aime garder pour nous. Il y a une culture un peu du secret sur cette marque. Ouais, exactement. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que vous ne mettez pas forcément en avant toutes vos collabs, tous les artistes avec lesquels vous collaborez. C'est une volonté de rester un peu en retrait. Ouais, non, c'est parce que les artistes viennent et tout, on pose pas
pas forcément à communiquer sur le fait qu'ils soient venus. De temps en temps on le fait, mais si on le fait rapidement, mais on va dire que c'est pas trop notre truc de communiquer sur le fait que... Je préfère rester en coulisses et vraiment mettre l'accent sur le savoir-faire. Exactement, en réalité on ne pense pas trop, mais on a quand même la chance d'avoir pas mal d'artistes qui viennent, des bons artistes. Des bons artistes, c'est mieux. De l'univers musical ou des comédiens? Ouais, beaucoup musicaux. Toujours beaucoup de liens avec la musique. Ouais, quand même. Ouais. Là on fait, c'est un jeune artiste, là en ce moment on est en train de travailler sur un disque pour La Mano. Ok. Surtout Maïsé, en ce moment. Oui, beaucoup de choses. On en a fini hier pour Salem, c'est mon influenceuse. Super sympa. Ouais. On a fait aussi là récemment Théodora. Ouais. Enfin bref, on a plein de footballeurs. Des athlètes aussi, ouais. C'est intéressant que tu parles justement de collaboration avec des influenceurs et des influenceuses parce qu'il y a une portée vraiment graphique et très visuelle dans le livre. À l'heure des réseaux sociaux, j'imagine que ça c'est vraiment, tu vois, quand on voit le compte Instagram de Yelab, c'est très beau, des images très léchées, avec des gros plans sur les dents. C'est quelque chose de très esthétisé. J'imagine que les réseaux sociaux ont fait beaucoup aussi pour cette demande. Bien sûr. Ouais. Là, on commence à être dans plein d'autres styles de plateformes, de réseaux et tout, mais il y a une époque où si Instagram crachait, on avait le travail pour vraiment... on est sorti de trucs, maintenant on a de la chance, mais c'est vrai que ça fait quand même... Ça passe par d'autres applis maintenant? C'est pas des applis maintenant, c'est que y a beaucoup de gens qui nous appellent... on a fait tellement de vie, je pense qu'il y a beaucoup de choses. La photo, etc. Ouais, voilà, on nous connaît, entre guillemets, quoi. Donc maintenant les gens viennent un peu d'eux-mêmes. Tu parles du bouche à oreille, je trouve ça intéressant, c'est vraiment, comme tu le disais, un milieu avec peu d'acteurs qui se connaissent tous. Donc c'est comme ça que ça se fait essentiellement avec un bien vers toi, c'est parce que quelqu'un lui a parlé de ton travail, parce que tu communiques peu. Donc, mais là on va commencer à communiquer. D'accord, bonne nouvelle. Ça va faire du bien. Oui, c'est un savoir-faire qui mérite d'être mis en avant. Merci à toi. Merci à vous. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le clip, sur la joaillerie, sur l'univers du hip-hop? Oui, une question. La culture blues, ça vient des États-Unis, proprement en fait la culture noire aux États-Unis. Je voulais savoir comment le marché français a reçu justement cet accessoire en termes de... En fait, quand je parle de marché français, c'est le marché de la mode. Comment le marché français a perçu justement cet accessoire. Et je voulais savoir aussi si tu considères qu'aujourd'hui, cette culture, elle est assez valorisée, si elle est toujours perçue comme une culture marginalisée, parce qu'on parle d'un accessoire qui coûte assez cher, à peu près. Donc comment cet accessoire en fait, il se place aujourd'hui dans l'industrie de la mode? Honnêtement, je pense pas. Je pense que maintenant c'est tellement devenu... tout le monde en met, tout le monde en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas d'où ça vient et qui sont vraiment dans leur délire. Ouais. La réponse était rapide, non? Mais par rapport à la mode, je trouvais ça intéressant la question et le fait qu'effectivement ce soit issu d'une communauté marginalisée et que, comme tu le dis, certaines personnes effacent un peu ça et ont tendance à porter un bijou sans même savoir d'où il vient. Effectivement, je trouve que la question est intéressante, comment réussir à quand même honorer cet héritage-là et sans se travestir, ce que tu disais auparavant. Et nous, j'avoue, c'est peut-être... en fait, on ne pense jamais à ça parce que de là d'où on vient et notre parcours et tout, quand on pensait aux Grills, nous-mêmes, c'était pour s'en sortir, pour gagner de l'argent. Donc,
j'étais pas en train de me dire est-ce que philosophiquement, ceci, tout ça vient, je me posais pas, je n'avais pas le temps Ça de me s'est poser fait de de façon questions. très intuitive et Ouais, voilà. sans réfléchir à Ouais, voilà. ces choses-là. Je veux dire, j'avais pas le luxe, entre guillemets, de me dire quelle est la place de grise, suis-je, etc. Et après, dans la mode maintenant, moi je pense que c'est vraiment démocratisé à fond. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, plein de questions. C'était pour savoir quel est le projet sur lequel tu as le plus aimé travailler, le projet sur lequel tu as le plus kiffé. Et c'est pas forcément des grids qui ont une esthétique particulière, mais c'est plus des grids où je vais dire oui à un client, oui on sait faire, alors qu'on ne sait pas du tout comment on va s'y prendre. Et après il y a tout un délire derrière. La personne claque la porte et là c'est une aventure. Et il y en a plein comme ça que j'ai en tête où je me rappelle, je me dis ok ça c'était le dernier. On a pris 2 semaines à trouver des astuces, des trucs. Mais j'ai moins d'images de beaux grilles qu'on a fait, qui sont maintenant faciles à faire. Je veux dire, il y a plein qui choquent, je pense. Enfin, je vois tellement de grilles, ça peut être un grise en peau de policier, ça ne serait pas. Je sais même pas quoi dire, il n'y a rien qui serait étonnant. Et par contre, l'aspect technique, l'aventure qu'il y a derrière ce genre de bijoux, ouais. Oui, on entend. Parlez un petit peu plus fort, mais on entend. Est-ce que tu as à donner aux jeunes qui se lancent aujourd'hui dans la création, la mode, qui comme toi sur l'autre partie, Ouais, de toute façon, en fait, avec du recul, je remarque que quand on est, entre guillemets, fait pour un truc, c'est-à-dire que à côté, j'ai jamais travaillé vraiment, dans le sens où c'était physique, je me sentais mal. Je veux dire, si je ne crée pas un truc, j'allais me sentir mal dans tous les cas. Donc je pense que c'est vraiment inévitable. Quelqu'un qui veut vraiment se lancer, il y a une bonne conseil à donner. Je pense même que si quelqu'un cherche pas de conseils, c'est que il se cherche, il se pose des questions sur la vie en général, mais sinon il n'y a pas de questions à se poser. On fait des trucs, on se lance. Merci à tous. Merci d'avoir écouté ce talk avec Hassan. Merci Hassan. Ouais, merci à toi et merci à vous.